Alors, il intervient en tant qu'analyste politique indépendant, Dieudonné Kanina Bétou, que je ne reçois pas pour la première fois en tout cas. Bonsoir, bienvenue à vous, Dieudonné Kanina. Bonsoir, cher Gaïta. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Télé 50. Et je pouvais dire, ici c'est ma maison, ce n'est pas la première fois. Je suis l'un des habitués de cette émission de la chaîne, surtout Kinshasa Direct. Je ne suis pas un nouveau venu ce soir. Alors, ça a pris de court l'opinion nationale et peut-être aussi, je l'espère, l'opinion internationale, cette déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et les M23 à l'issue des négociations sous la médiation du Qatar. Vous, personnellement, lorsque vous l'avez vu à la chaîne nationale, qu'est-ce que ça vous a fait, la première impression? Je crois que notre première impression est que nous pouvons que saluer cette belle initiative. Vous savez, tous les coups qui nous amènera ou aboutira à une solution permanente, la solution c'est-à-dire la paix à l'Est. Vous savez... En quoi est-ce qu'elle est belle, puisque tout le temps, on a souvent dit ou toujours dit que le M23 est le pantin de Paul Kagame ou du Rwanda? Eh bien, écoutez, vous savez, le chef de l'État, soucié de trouver la paix dans l'Est de notre pays, il a toujours milité pour trouver la paix durable et permanente. Ouais. C'est dans cette logique que le président de la République ou le gouvernement congolais s'est rendu en Doha pour assister à ces assises, de parler en face avec les rebelles du M23 qui étaient hier des rebelles, et ils ont compris qu'il est temps de s'allier derrière le Grand Congo pour enfin de mettre fin à ces atrocités. Mais ils sont toujours des rebelles, n'est-ce pas? De notre pays. Mais jusqu'à la preuve du contraire, ils continuent toujours à devenir des rebelles. Je crois que les accords de cessez-le-feu définitifs, c'est ça qui va nous donner encore plus de l'espoir, et surtout pour la population de l'Est qui ont tant souffert par rapport à ce qui se passe à l'Est de notre pays pendant plus de trentaine d'années. Nous voulons mettre fin à cette histoire de la rébellion à l'Est de notre pays. Il est question de rappeler à l'opinion nationale qu'internationale, notre pays s'est déjà inscrit à un ordre constitutionnel qui veut lui consacrer à tous ceux qui veulent accéder à la magistrature suprême, n'a qu'attendre les élections. Le frustration, oui, on pouvait être frustré, mais tout en menant une lutte pacifique, non-violence, ici au pays, à Kinshasa, mais et non de prendre les armes. Donc, nous saluons cette belle initiative du gouvernement. Si la rébellion, Konainanga, le M23 sont dans un ordre anticonstitutionnel, pourquoi discuter avec eux? Pourquoi les entendre? Les attendre, c'est-à-dire, c'est un processus de chercher la paix, parce que le président de la République, il a toujours milité, il a toujours eu les soucis, l'envie de chercher la paix, et une paix durable, et une paix permanente pour le parti est de notre pays qui a été toujours convoité par des voisins. À tout moment, il y a des tueries, à tout moment, il y a des maisons calcinées, il y a des femmes violées. Ce n'était pas vraiment quelque chose de bien. On pouvait en parler, imaginer à tout temps, et de voir dans les réseaux sociaux, dans les différents médias internationaux, de voir ce qui s'est passé à l'est de notre pays. Ça nous dérangeait, nous, ici à Kinshasa. Voilà pourquoi les gouvernements congolais a un responsable père de famille. Ils ont allé voir les gens qui étaient considérés hier comme des patins. Nous sommes allés le voir pour leur faire voir que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas une bonne logique, et surtout la logique de prendre les armes n'était pas bien pour ces pays qui se dit être démocratiques. Est-ce que ce n'est pas une autre forme d'aveu de faiblesse comme ça? Non, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse par rapport à quoi? Nous ne sommes pas allés aux assises à une position de faiblesse. Nous sommes un État souverain, nous sommes un État fort, indépendant. Nous sommes allés négocier pour trouver la paix à l'est de notre pays. Alors, quelles sont les forces aujourd'hui? Quel est l'argument de taille que met sur la table le gouvernement congolais? L'argument de taille, c'est de parler aux responsables de ces groupes armés. Vous dites qu'on n'est pas là-bas en position de faiblesse. Oui, mais en position nous ne sommes pas là-bas en position de faiblesse. Justifier un peu cette position de force la posture du gouvernement congolais. Notre position de force est du fait que nous avons réussi à les amener au niveau des tables de négociation.
enfin de leur dire des choses en face, de retirer les troupes ou de retirer les troupes dans cet espace occupé d'une manière illégale par des rebelles du M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa. Ce n'est pas des assises qui aboutira à un partage des gâteaux, à un gouvernement d'union nationale où je peux dire à mixage, brassage qui nous amènera ensemble pour, enfin, ce sont des actes qui n'ont pas aidé la République d'évoluer. Vous savez, nous avons connu tant de problèmes allant dans le sens, mais aujourd'hui, il est temps de faire comprendre l'opinion nationale qu'internationale. La République démocratique du Congo ne reculera pas, comme disait le chef de l'État. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, sur X, sur TikTok également, où l'on voit, on ressuscite un peu d'anciens propos du chef de l'État où il disait que jamais il ne va négocier avec le M23, même s'il venait à se retrouver à quelques mètres de la porte de sa maison. Alors, c'est pas pour cela qu'on a voulu que ces négociations se tiennent à plus de 10 000 km de Kinshasa. Non, pour justement prouver que, bon, on négocie, mais ces négociations se tiennent vraiment en dehors et loin de Félix Tshisekedi. Je salue d'abord le travail de la nouvelle équipe de la communication du président de la République, pour d'abord la discrétion, parce qu'avant, tout le monde savait, pouvait connaître à tout moment le mouvement du chef de l'État, mais aujourd'hui, avec la nouvelle équipe qui gère la communication du chef de l'État, nous voyons qu'il y a des professionnalismes. Nous avons vu le président de la République au Qatar, nous tous nous avons été surpris avec leur chef. Mais après cela, c'est ce qui a abouti à les amener aux tables de négociations, afin de libérer totalement la partie est de notre pays. Nous avons même suivi le ministre des Médias et de la Communication, Patrick Mouyaya Katembwe, qui a éclairé aussi l'opinion à son qui n'a pas été prolixe. Il a eu à éclairer l'opinion dans ce rubrique de briefing. Il a éclairé, il a spécifié les différentes questions, notamment par rapport à la recherche de la paix de notre pays. Patrick Mouyaya Katembwe a été clair. Il a expliqué à la population congolaise et nous avions pu comprendre que l'idée ou l'objectif qui est poursuivi à ces assises, c'est de trouver la paix à l'est de notre pays. Alors, je pose une dernière question avant qu'on essaie d'analyser un peu le profil et la contribution de chaque institution de la République dans le maintien ou la préservation de ces accords pour que jamais ça ne puisse pas éclater. Alors, croyez-vous en la sincérité du M23 en ce moment? Écoutez, la sincérité ou pas, ce qui est le plus important, que nous voulons la paix. Premièrement, ils doivent commencer par libérer les villes, les territoires qu'ils occupent d'une manière irrégulière. C'est ça l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Ce n'est pas de dire de croire à la sincérité. Ces assises-là, ce sont les œuvres humaines. Il peut y avoir des accords et on peut ne pas respecter. Mais le plus important, que la population des Goma, la population des Bukavu, des Rutshuru, des Massissi puisse retrouver la paix et évacuer dans leurs occupations comme d'habitude, comme les autres villes de la République. Le communiqué conjoint a appelé la population, il a appelé également l'Église, mais aussi les médias à pouvoir ne pas tenir de discours qui pourraient discriminer. Laissez-moi terminer ma question, s'il vous plaît, M. Kanina. Ils ont appelé tout le monde, en tout cas, à mettre la main à la pâte pour qu'il n'y ait pas de discrimination, pour qu'il n'y ait pas de propagation des discours de la haine. On va essayer d'analyser un peu chacune de ces institutions-là, jusqu'aux médias également. Commençons par la présidence. Que devrait être, à l'heure actuelle, la responsabilité et l'attitude de l'institution présidence de la République pour justement préserver cette trêve précaire qu'on vient d'avoir à Doha? Vous savez, cette communication conjointe qui nous a beaucoup plus éclairé, la présidence de la République ou en tant que l'institution présidente de la République, ils ont un rôle très important parce que c'est le garant de la nation. C'est lui qui est redevable devant la population congolaise. Il est censé de suivre de près ces accords, tout ce qui a été dit là-bas au niveau de Doha avec les rebelles du M23. Tout comme le gouvernement qui répond
directement aux besoins de la population, ils ont aussi un rôle capital à jouer parce que le gouvernement était allé représenter la République démocratique du Congo. C'était allé pour les comptes de l'État congolais avec un rôle bien précis de organiser des représentations de l'État congolais. Et le média, vous savez, le média a dans sa mission d'informer ou de déformer. Les médias doivent aussi avoir un discours cohérent. Le discours cohérent, c'est-à-dire de ne pas à la contre de ce qui a été dit, de ne pas, et surtout des analyses bidons qui se font dans les différents médias de la place pour indexer le gouvernement congolais, de jeter même en pâture la responsabilité de l'État, de dire des propos contre la nation congolaise. En ce moment ici, il est temps de chercher la paix. On ne peut que chercher la paix si nous avons un discours qui va mettre tout le monde à l'aise. Le discours de discrimination, le discours tribal, le discours de séparation n'a pas de place à l'heure actuelle. Il s'est passé ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'M23 est un pantin. Non, je ne partagerai pas cette même ordre d'idée de gens qui pensent qu'aujourd'hui, là, on peut continuer toujours à les appeler de patins. On peut être hier patin, mais on peut se convertir, on peut revenir à la raison. Et à un moment, on peut se convertir, on peut devenir blanc, donc blanchir. Donc voilà. C'est un discours discriminatoire, dire que l'M23 est un pantin, peut-être un discours populiste aussi. On va prendre le gouvernement maintenant et la justice. Je vais mettre l'accent sur la justice. Et surtout, le fait de saisir le bien aujourd'hui de Joseph Kabila, est-ce que ce n'est pas mettre de l'huile au feu? Non, ce n'est pas exacerber aussi le conflit. Ce n'est pas une façon d'amplifier les conflits, de mettre le sens dans le fait. C'est juste une question. La justice, elle a sa façon de fonctionner. Vous savez, au niveau de la justice, le droit congolais a un principe qu'on appelle le principe de double degré de juridiction. Moi, je peux donner des conseils aux quelques acteurs de la rébellion qui ont été condamnés d'interjeter la peine à la juridiction supérieure. Peut-être on peut voir leur peine, leur verdict puisse changer par rapport à ce qui a été prononcé hier. Donc, pour ce qui concerne la justice, nous allons laisser la justice de faire leur travail. S'ils vont interjeter l'appel ou dans la juridiction compétente. Ça veut dire le chef de l'État, très récemment, a exercé le droit de grâce que reconnaît la Constitution, notamment en réduisant les peines. Je crois qu'il a commué les peines. Le président de la République, dans son pouvoir qui est reconnu à la Constitution, condamné dans la tentative, dans la tentative d'assassinat récemment avec Malanga. Oui. Il peut le faire aussi pour Koné-Nang et tout le reste. Cela est dû à sa volonté et de son pouvoir discrétionnel. Ce n'est pas à moi de lui dire non, il doit le faire. Non. Il va le faire quand il veut et au moment opportun. On ne peut pas être là pour lui dire que non, il va faire ça ou il ne veut pas faire ça. Cela va dans son pouvoir discrétionnel. Nous savons tous bien que le président de la République agit par voie d'ordonnance. S'il estime bien de gracier totalement ou de réduire la peine de tous les gens qui ont été condamnés, le chef de l'État, c'est un homme, c'est un artisan de la paix, un acteur du développement. Je crois qu'il ne va pas hésiter d'emboîter ce même pas qu'il a fait avec les autres communs des mortels, les autres fugitifs qui avaient des conflits avec la justice. Alors, on va terminer peut-être par cette question avant de prendre un autre sujet brièvement. Nous sommes à c'est la deuxième année de mandat du chef de l'État qui prend fin pratiquement. Si on continue comme ça avec des pans entiers du territoire national occupé par la rébellion, est-ce qu'on peut-on dire que le chef de l'État aura échoué à la fin de son mandat parce qu'il n'aura pas réussi à assurer le rôle reconnu toujours par la Constitution de maintenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC? Dire que le chef de l'État, si on continue avec cette logique, on dirait qu'il a échoué. Je ne partagerai pas cette même avis. Je dirais non. Le président de la République, il est là en train de travailler jour et nuit pour les Congolais, afin de trouver la paix à l'est de notre pays et de sécuriser les Congolais. Non pas seulement les Congolais de Massissi, de Goma, de Rutshuru, mais les Congolais dans les 145 territoires, dans les 26 provinces de la République que nous sommes. Le président de la République a cette obligation. Il a prêté le serment de défendre les pays, de sécuriser les Congolais. Je crois qu'il ne va pas
aller à la contre de son serment. Pour... Il nous reste peut-être 2 minutes rapidement pour terminer. Dieudonné Kanina Beitou, vous êtes proche de l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, l'homme qui a ramené, c'est pas le premier Tesla en tant que véhicule ici, mais l'homme qui a ramené un Tesla, qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Écoutez, vous savez, dans ce pays, nous devons savoir respecter les gars qui ont vécu, respecter les gens qui ont rendu de loyaux services à la République, contrairement à ce détracteur de l'excellence Willy Bakonga, qui se permet de dire des choses qui ne sont pas vraies, à cause de la jalousie mal placée. On l'acquise de beaucoup de choses. L'excellence Willy Bakonga est l'architecte de la gratuité de l'enseignement. Il a accompagné la vision du chef de l'État. Il est fier de ses propos, où il assume ses propos qu'il a tenus sur ce plateau où je suis, la Télé 5 ans, lors il était dans l'ancien régime, mais il était temps pour lui de comprendre qu'il est temps de servir la nation. Voilà pourquoi il est derrière avec le chef de l'État. Il est un artisan de la paix sociale. Il a révolutionné ce secteur de l'enseignement national. Il a amélioré les conditions de vie des enseignants. Il a amélioré le salaire des enseignants. Lui-même en étant un ancien enseignant promoteur des écoles, il a rendu possible la vision du chef de l'État qui était dans la Constitution, celui de la gratuité de l'enseignement. Voilà les gens que le président de la République avait besoin pour matérialiser sa vision et surtout pour un grand Congo uni, fort et prospère. Ce n'est pas lui l'architecte de la gratuité de l'enseignement. Il y a eu un ministre avant lui qui a prononcé pour la première fois, je me souviens encore le mot gratuité de l'enseignement. Prononcé et appliqué, c'est deux choses différentes. Mais il y a un ministre avant lui. Son nom ne vient pas malheureusement. Avant lui, il a... Vous vous souvenez de son nom? Qui Makiar Mwang. Non, pas lui. Parce que c'est lui qui est venu après. Vous parlez de qui, je ne sais pas. Il y avait un monsieur qui était député national, qui a toujours tiré à l'intérim, je pense, pendant un moment. Et puis quand il était à ses fonctions, il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est il nous a présenté un spectacle très désolant. Ah, vous parlez de Emery Okoundji, qui avait assumé l'intérim de l'EPS. Et c'est lui qui a impulsé ça. C'est lui qui a prononcé ça pour la première fois. À un moment, mais quand Willy Bakonga est arrivé, c'est Willy Bakonga qui a donné la forme à la gratuité de l'enseignement. D'ailleurs, lui, il est allé au-delà même de la vision du chef de l'État en inscrivant la gratuité même au niveau de 7e et 6e, au niveau de 7e et 8e secondaire qui n'étaient pas concernés par la gratuité, voire même des écoles catholiques, certaines écoles privées qui n'étaient pas intéressées par la gratuité, mais grâce à la capacité managériale de l'excellence Willy Bakonga, ministre honoraire de l'EPST, il a fait en sorte que la gratuité de l'enseignement a été effective dans l'ensemble du territoire national en tout et pour tout. Il n'y avait pas les rubriques du genre que motivation des enseignants, ça n'existait pas. Quand Willy Bakonga était là, mais aujourd'hui, on entend parler de ça. Il faut savoir apprécier l'homme à son époque. On n'attendait pas la mort de Willy Bakonga pour venir dans le plateau de télévision. Merci pour votre dernière parole. En tout cas, n'eût été sa transhumance au sein de la plateforme du chef de l'État, il serait peut-être en prison en ce moment. Non, même pas ça, c'est un autre sujet. On va passer au deuxième invité, Faustin Chimanga du LGD.